Azadeh, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Azadeh, vous êtes professeur émérite de sociologie à l'université Paris-Cité. Vous êtes franco-iranienne et c'est à ce double titre que j'ai voulu vous inviter aujourd'hui parce que l'Iran est au centre de troubles mondiaux, je pense. Mais la société iranienne est particulièrement impactée par par ce qui est en train de se passer suite notamment aux frappes militaires qui ont été menées par les États-Unis et Israël en fin de semaine dernière. Euh, j'ai une première question toute bête. Vous êtes franco-iranienne, comme je l'ai dit. Est-ce que ça va? Comment est-ce que vous vivez le moment? Vous êtes en Île-de-France, mais comment est-ce que vous vivez ce moment en tant que membre de la diaspora iranienne? Écoutez, je vis cette guerre imposée très très mal, d'autant que je suis souvent, vous le savez, dans les médias et j'interviens, je suis contre la guerre de façon générale et cette guerre actuelle est totalement contraire au droit international et pour moi totalement illégitime parce que fondée sur des mensonges du président Trump qui prétendait que les Iraniens étaient en train de fabriquer des missiles balistique avec une portée de 10 000 kilomètres, ce qui est totalement mensonger. Deuxièmement, qu'il allait obtenir l'arme nucléaire rapidement, ce qui est également un autre mensonge. Aussi, ce mensonge est partagé bien sûr par M. Netanyahou. M. Grossi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a démenti cette possibilité pour l'Iran. Donc en fait, cette guerre est totalement contraire encore une fois au droit international et totalement illégitime. Et là, on voit les Américains qui se sont laissés embourber dans cette guerre, mais ce sont surtout, je dirais, la population iranienne qu'on prétend sauver de ce régime sanguinaire qu'est le régime islamique qui est en train d'être bombardé parce qu'il ne faut pas oublier que ils sont en train de larguer les Américains et les Israéliens ensemble, c'est-à-dire deux des grandes puissances militaires, des tapis de bombes qui tombent aussi sur la population civile. La première frappe a été contre une école pour filles, tuant 150 petites écolières. Alors, je ne vois pas comment on voudrait prétendre libérer la population iranienne d'un régime sanguinaire en les massacrant. Ils sont en train de massacrer à la fois les enfants, les jeunes et puis les autres. Ils ont attaqué des hôpitaux aussi, ils ont attaqué donc des écoles, pas seulement les centres de commandement du régime. C'est pas la première fois dans l'histoire politique moderne de l'Iran qu'il y a des agressions extérieures sur à la fois soit des installations, soit la population. Enfin, elles ont produit à chaque fois des effets ambivalents, c'est-à-dire à la fois renforcer le pouvoir. Elles peuvent ces agressions extérieures, renforcer le pouvoir en place, mais aussi raviver des aspirations démocratiques. Comment vous pensez que aujourd'hui, après ces attaques, la société iranienne peut réagir? Enfin, quelles sont les aspirations les plus fortes aujourd'hui? La société iranienne n'est pas un ensemble homogène, hein. Il y a 90 millions de population. Il y en a qui soutiennent le régime, il y en a qui sont contre le régime. Il ne faut pas oublier quand même des dizaines de milliers d'Iraniens qui se sont fait tirer dessus et ont été massacrés en janvier 2026 hein, par le régime. Et bien évidemment, encore une fois, c'est un régime corrompu et sanguinaire qui se cramponne au pouvoir et qui à la fois est en train d'entrer, enfin, c'est en guerre, c'est un régime qui est en guerre contre Israël et États-Unis, mais en même temps contre les populations contestataires. Euh, En même temps, il s'agit de dire pour moi que la démocratie ne se construit pas à travers des bombes qui sont larguées sur le pays, qui sont en train aussi de détruire non seulement la population civile, mais aussi les infrastructures du pays qui appartiennent à l'ensemble des Iraniens. Et visiblement, ce largage de bombes va être intensifié hein,
dans les jours à venir, selon Trump en tout cas. Finalement, je suis très inquiète quant à l'issue de cette guerre parce qu'il y a plusieurs scénarios à envisager. L'un des scénarios, c'est que contrairement à ce que pensaient les Américains, ils pensaient qu'en tuant Khamenei, le guide, le régime allait s'effondrer. Ben, ils voient bien que ça n'est pas le cas, que même les centres de commandement militaire ont été, si vous voulez, dispatchés à travers le pays et qu'ils sont en train de résister, les gardiens de la révolution et l'armée. Et donc, c'est pas facile. Ils sont aussi en train de régionaliser la guerre, hein, les Iraniens. On peut discuter de pourquoi de la chose plus tard. D'un autre côté, eh bien, on constate que Trump n'a absolument aucun argument solide pour justifier cette guerre auprès de l'opinion publique américaine qui, dans sa majorité, est contre. Ça va être encore davantage contre au fur et à mesure que davantage de soldats américains seront tués. En même temps, même si il y a on sait qu'il y a un affaiblissement du régime même avant ces frappes du fait de son absence de légitimité auprès de la majorité de la population iranienne. Et donc, pour moi, il fallait justement aider cette société civile à continuer ses luttes, tous azimuts, contre ce régime. Larguer des bombes va affaiblir cette société civile au lieu Alors, de le renforcer. oui, mais justement, Azadeh, vous l'avez dit, hein, l'Iran était le foyer pour de multiples contestations, des mobilisations sociales très profondes. Ça allait des mouvements des étudiants aux révoltes populaires. Il y a eu bien sûr le soulèvement Femmes, Vie, Liberté. D'après vous, la guerre auquel on assiste aujourd'hui, elle va suspendre ces contestations ou est-ce que vous pensez que dans une certaine mesure, elle pourrait aussi les transformer? Écoutez, pour l'instant, ce que je vois de loin ou des informations que je reçois de l'Iran, c'est que il s'agit d'une population exsangue qui sortait d'un massacre commis par le régime au mois de janvier et aujourd'hui, cette population est en train de se faire tuer par des bombes larguées par Israël et les États-Unis. Et donc, cette société n'a pas les moyens de renverser le régime actuellement, de descendre dans la rue comme ils le souhaitent Netanyahu et Trump. C'est vraiment totalement utopique. Et pour l'instant, les Iraniens tentent de survivre. Et donc, pour l'instant, c'est absolument pas la question. En même temps, les structures de cette société civile sont en train d'être affaiblies aussi. C'est pas que le régime qui est affaibli, c'est aussi cette société civile qui est affaiblie. Et vous savez que la société iranienne est quand même polarisée en termes de ses opinions concernant la guerre. Il y en a effectivement qui soutiennent la guerre en Iran en pensant que c'est la seule voie de salut au final, mais il y en a d'autres qui, non seulement ceux qui soutiennent le régime, mais même ceux qui sont contre le régime, pensent que ça n'est absolument pas cette guerre qui va les libérer des carcans de ce régime. Et donc, vous avez une société qui est prise en étau entre un régime sanguinaire corrompu d'un côté et la guerre imposée à cette société par Trump et Netanyahu. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne suis absolument pas optimiste quant à la possibilité de l'émergence tout à coup d'une démocratie de ce fait en Iran. La démocratie n'est pas, voilà, encore une fois, construite à travers des frappes aériennes, etc., des bombes en l'occurrence, et on n'a pas d'exemple qui nous le montre, en tout cas. D'un autre côté, ils sont en train d'essayer de dire à la population, enfin une partie de la population, visiblement, on vous arme et après, bah, on vous laisse devant le régime. Et ça aussi, c'est suicidaire, bien sûr. D'autant qu'encore une fois, il n'y a aucune unanimité au sein de la population iranienne pour aller dans le sens de Trump ou de Netanyahu. Donc en fait, l'issue pour moi, c'est avant tout de ce que je peux voir tout de suite, c'est le chaos et éventuellement même une guerre civile, parce que je ne pense pas que les forces sécuritaires du régime vont accepter facilement
de laisser tomber leurs armes, même dans le cas où ces frappes réussissent Mm, à faire effondrer le régime dans l'immédiat, mm. ce qui n'est pas envisageable pour l'instant. Bien évidemment, si la guerre continue encore quelques semaines, si les Iraniens perdent leur capacité de riposte, leurs missiles, leur capacité de fabriquer des drones, etc. Ça, on peut effectivement s'attendre à l'effondrement du régime, mais cela ne veut pas dire que les gardiens de la révolution ou des miliciens vont facilement accepter l'échec. Et donc, c'est là qu'il faut aussi craindre une guerre civile. Quand vous dites, quand vous parlez en fait de la persévérance et le fait que ces gardiens de la Révolution en fait vont continuer à se battre, si je vous écoute, jusqu'au bout, est-ce que vous parlez aussi de ce dont on parle souvent, c'est-à-dire de la solidité de l'appareil étatique iranien en fait, qui, genre, contrairement à peut-être ce que pensaient Donald Trump et Benjamin Netanyahou, c'est pas parce qu'on supprime la tête que derrière tout l'appareil s'effondre. Effectivement, bah, ça montre l'ignorance des centres décisionnaires états-uniens, voire même israéliens, de la réalité de ce pouvoir en Iran. Le pouvoir islamique n'est pas le pouvoir du Shah d'Iran. Le pouvoir du régime islamique est un pouvoir qui est institutionnalisé. Donc, ce sont des institutions diverses et variées qui existent. Après, vous avez des personnalités qui se trouvent à la tête de ces institutions et qui remplissent des fonctions. Les personnalités, certes, sont importantes. Par exemple, le guide qui était là, qui avait l'essentiel de pouvoir pendant de nombreuses années, depuis 1989 jusqu'à sa mort récemment. Bien évidemment, c'est quelqu'un qui a acquis énormément de pouvoir, un pouvoir absolu. Mais il y a des institutions et donc ce qui fait que quand la tête tombe, ben, les institutions peuvent continuer à fonctionner. Il y a actuellement, vous le savez, très rapidement un conseil composé de trois personnes, le président, le chef du judiciaire et une personnalité religieuse de haut rang qui ont été désignés pour se substituer aux fonctions du guide. Et puis, le guide, avant même son décès, avait prévu tout ça et donc avait délégué son pouvoir politique à M. Ali Larijani qui préside le Conseil supérieur de la Sûreté nationale. On voit aussi la façon dont les gardiens de la Révolution et l'armée ripostent par rapport aux bombes qui sont larguées. Eh bien, ils envoient leurs missiles et leurs drones un peu partout en Iran, où depuis beaucoup de régions iraniennes et pas concentrées sur un lieu. Tout ça parce qu'ils ont acquis aussi cette expérience de la guerre de 12 jours de juin 2025, là où les Israéliens avaient bombardé, avaient frappé l'Iran aux côtés, et puis après les Américains, alors même qu'ils étaient en train, enfin les Américains et les Iraniens étaient en train de négocier autour de nucléaire et des missiles balistiques, etc. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que les Iraniens ont appris, ils ont aussi eu 8 années de guerre contre l'Irak, ils ont appris à comment résister à ces types d'attaques. La question principale, c'est que ils ont largement perdu le soutien populaire depuis la guerre Iran-Irak, par exemple, d'une part. D'autre part, aujourd'hui, eh bien, ça dépend de leur capacité de militaire, jusqu'à quand ils peuvent tenir. Et bien évidemment, la volonté des Iraniens de se soulever de nouveau, la volonté et la possibilité et la capacité de cette société exsangue de se soulever. Je pense que ça va pas être facile pour les Iraniens lambda de descendre ou redescendre dans la rue pour la énième fois et pour se faire tirer dessus. Donc il y a maintenant un certain nombre d'opposants militaires ou militarisés, ou en tout cas par les États-Unis et Israël, qui commencent à entrer en jeu. Ça peut changer la donne, mais c'est trop tôt pour le dire pour l'instant. Mm. On parle souvent du morcellement en fait sociologique des différentes luttes en Iran, je veux dire entre les militants, les femmes, ceux qui sont contre la vie chère et l'inflation, enfin, et que tout ça ne dessine pas
enfin, c'est un arc, mais c'est pas, il n'y a pas d'unité véritablement à toutes ces luttes. Est-ce que vous pensez que ce moment de confrontation militaire externe, de guerre, peut être susceptible justement de ramasser tout ça? Je sais qu'il il y a des conseils en fait qui sont organisés notamment dans la diaspora, des conseils de résistance démocratique, mais bon, si je ne m'abuse, ils n'ont pas beaucoup d'importance à l'intérieur du pays. Est-ce que vous pensez que c'est le moment d'une recomposition, justement, peut-être autour de la question de la démocratie et du changement de régime? Écoutez, tout d'abord, moi, je voudrais opérer une distinction entre le mouvement Femmes, Vie, Liberté et les revendications de ce mouvement. C'est un mouvement très important qui ne tourne pas seulement autour de la liberté des femmes, égalité hommes-femmes, mais également la laïcité, la démocratie et surtout aussi l'égalité entre les minorités religieuses ethniques et la majorité. Ça, c'était très, très important. Or, dans le soulèvement de janvier 2026, on n'a pas vu ça réellement. Donc, ça a commencé effectivement par des revendications d'ordre économique, la cherté de vie, etc., par les commerçants du bazar. Et après, la tournure qu'a pris ce soulèvement, bon, on voyait à peine les revendications de femmes et liberté. D'un autre côté, le massacre perpétré par le régime a fait que, pour l'instant, toutes ces revendications fin vie liberté, on n'en entend plus parler. Et après, l'Iran est entré dans cette guerre. Donc, en fait, pour moi, les acquis sont peut-être là, et j'espère que les acquis du mouvement Famille Liberté persisteront, mais comment, je ne sais pas, parce que c'est la société civile iranienne qui est susceptible de sauvegarder ces acquis, qui est aujourd'hui très, très affaibli du fait de la guerre. Donc, je ne vois pas de continuité entre le mouvement Famille Liberté et ce qui s'est passé en janvier 2026. Je vois une rupture même. D'autant que le fils du Shah d'Iran et Trump, n'oublions pas, ont encouragé les manifestants d'aller occuper les centres-villes et d'aller occuper les centres de pouvoir, alors même que le pouvoir était en place. Et c'est ça aussi qui a, bien évidemment, été au détriment des manifestants. Maintenant, la guerre ne va pas fédérer les revendications de ces mouvements, je ne le pense pas, au contraire. Et vous allez voir qu'il y aura un certain nombre de gens qui, au final, vont même sont susceptibles de se séparer de ces revendications précédentes au profit d'un nationalisme iranien, par exemple, surtout si les Kurdes sont réellement armés par les États-Unis et Israël et si les autres minorités ethniques et religieuses se soulèvent entre les Perses et par exemple les Kurdes, eh bien, il y a pas, c'est pas facile à envisager qu'ils puissent se réunir pour travailler ensemble, militer ensemble et faire basculer ce régime. Donc, effectivement, raison pour laquelle c'est pas du tout clair pour moi et je pense que ça va pas être facile de penser que cette guerre va renforcer les revendications des mouvements précédents, voire même le renversement du régime dans l'immédiat. J'ai une dernière question, Azadeh. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, mais il y a la question de la régionalisation du conflit, euh, notamment du fait des attaques iraniennes. L'Iran a attaqué Chypre, a attaqué la Turquie. Enfin, il y avait un missile qui allait vers la Turquie. On a appris ce matin que, il y avait un drone qui menaçait d'attaquer un aéroport en Azerbaïdjan. Donc, j'avoue que bon, vous n'êtes pas stratège militaire, mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre cette façon en fait qu'a l'Iran de s'attaquer à tout ce qui bouge, tout ce qui est autour de lui, si ce n'est que de dire bon bah en fait il n'y a plus vraiment de centre de commandement et donc du coup bon bah chacun se retrouve un peu avec ses missiles et tire sur n'importe quoi. Mais je sais que c'est une réponse qui est un peu mauvaise, mais j'avoue que je ne comprends pas et surtout il y a nécessairement un risque que derrière bah, il y ait des représailles de ces pays, à la fois de la Turquie, de l'Union européenne pour Chypre ou de l'Azerbaïdjan, enfin, ce qui emmènerait l'Iran enfin, mettrait l'Iran dans une position d'isolement dans laquelle il est déjà.
C'est justement cette régionalisation, à mon sens, poursuit plusieurs buts. Déjà, l'Iran est isolé, et même avant cette guerre, c'était le cas. Mais maintenant, bah, il attaque les bases, en particulier les bases militaires américaines dans la région, les bases militaires américaines dans la région. Si vous regardez comment ils ont commencé à, par exemple, attaquer Bahreïn, ils ont détruit un centre très important de renseignement américains, par exemple, ou d'autres types d'attaques. Et ils veulent également déstabiliser un certain nombre de pays qui ont, comme par exemple les Émirats arabes unis, qui ont de très bonnes relations avec Israël, parce que ces pays de la région bah, ont l'habitude de stabilité, ont l'habitude de tourisme, enfin, et ont l'habitude de stabilité pour des investissements, etc., et des projets de développement. Et lorsque les missiles ou les drones iraniens les déstabilisent, ben, le but des Iraniens, c'est aussi peut-être de forcer ces pays-là de faire pression sur Trump, d'arrêter la guerre. Donc, c'est cette régionalisation, à mon sens, poursuit ce bout-là. D'un autre côté, de dire ou d'envoyer un message aux populations de ces pays-là pour dire on est seul, on est certes isolé, mais on tient tête aux États-Unis, alors que regardez, vos régimes obéissent à Trump et à Netanyahou. Donc, de ce fait, ils poursuivent plusieurs buts de déstabilisation aussi. Donc, régionalisation du conflit, déstabilisation qui, au final, si, enfin, c'est le but recherché du régime afin qu'il aussi puisse influer sur Trump et sur Netanyahou. Au début, si vous voulez, quand ils ont ils ont envoyé des drones sur le Qatar, le ministre iranien, sur, pardon, Oman, le ministre iranien des Affaires étrangères a dit on est désolé, c'était parce que le centre de commandement est très décentralisé, mais finalement ils ont continué à le faire, ce qui montre que c'est pas cette décentralisation dont vous parlez qui doit être rendue responsable. Il y a une volonté derrière pour impliquer l'ensemble des pays de la région. Regardez, ils ont maintenant fermé le détroit d'Ormuz et les Houthis de Yémen vont faire pareil pour Bab el-Mandab. Donc, ça va faire augmenter le prix du pétrole si et du gaz, qui est déjà le cas, gaz de Qatar. Donc, si vous voulez, le but recherché, c'est d'influer sur l'économie mondiale aussi de ce fait. Et donc de dire, vous nous attaquez, regardez les implications que cela peut avoir à l'échelle internationale et provoquer, non, je dirais pas une guerre mondiale, mais provoquer une inquiétude internationale. Et je pense qu'ils ont réussi. Les Français, par exemple, sont en train de se poser la question concernant le prix du pétrole ou de l'essence. Hmm. J'ai une toute dernière question, en fait. Comment, est-ce qu'il y a des liens entre les mouvements démocratiques iraniens et ben, les peuples voisins? Vous avez mentionné les Kurdes, bien sûr, mais est-ce que, par exemple, je ne sais pas moi, avec l'Azerbaïdjan, les Turcs, des parts de la société libanaise ou même irakienne, il y a des liens consubstantiels entre ben, voilà, des aspirations, des mouvements démocratiques ou est-ce qu'il y a, c'est complètement étanche du fait aussi de la puissance du régime iranien jusque-là? Écoutez, déjà, quel mouvement démocratique? Par exemple, Oui. regardez les Baloutches iraniens à l'est de l'Iran, bah, c'est Baloutchistan pakistanais, c'est pas un mouvement démocratique. Pareil pour le sud du pays. Donc, les seuls peut-être mouvements démocratiques se trouvent au Kurdistan. Mais et les liens très étroits entre les Kurdes iraniens, je parle des militants hein, surtout, mais des Kurdes iraniens et des Kurdes irakiens par exemple. À cela s'ajoute le fait que pendant ces quelques dernières années, par exemple, des musiciens ou chanteurs iraniens de Los Angeles, eh bien,
souvent aller à Erbil, au Kurdistan irakien, pour faire par exemple leurs concerts, etc. Il y avait beaucoup d'Iraniens non kurdes aussi d'ailleurs qui allaient les écouter, etc. Pour vous dire, il y a beaucoup de liens de ce type entre Kurdistan irakien et l'Iran. Moi, la seule chose que je vois, c'est là. Sinon, Azerbaïdjan, la République d'Azerbaïdjan est très loin d'être démocratique. C'est une Oui. dictature aussi. Donc, voilà, il n'y a que les Kurdes qui peuvent prétendre à des liens, disons, du type démocratique avec le Kurdistan irakien, effectivement. L'Europe est totalement absente, ou en tout cas de façon positive de ça. Et il y a un seul homme, c'est-à-dire une seule personne, un seul responsable, en l'occurrence le Premier ministre espagnol qui a osé dire non à Trump et Netanyahu. L'Europe s'est couchée, hein, à part ça, comme d'habitude, et vraiment c'est désastreux. Voilà. Oh. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Azadé. Et j'ai bien peur qu'on s'enfonce dans un conflit et une guerre qui va durer. Mais force au peuple iranien, force à toutes ces femmes, tous ces gens qui se battent pour à la fois leur survie, mais aussi la démocratie dans leur pays. Merci beaucoup, Azadé. Merci à vous. Merci.